Alors, dans cette activité du théorème de Bachet de Méziriac, on s'était intéressé à un ensemble, l'ensemble des entiers qui s'écrivent ax moins by avec x et y des entiers. On s'était intéressé d'abord à un de ces sous-ensembles, E+, qui était le sous-ensemble formé des entiers strictement positifs de cet ensemble E, et on avait montré que cet ensemble, il admettait un plus petit élément qu'on avait noté D, et on avait démontré que tous les multiples de D, tout multiple de D est un élément de E, et donc ça c'est ce qu'on avait démontré dans la question 2, et ensuite on avait démontré, donc c'est question 2, on avait démontré que si un entier est multiple de D, alors il appartient à E. Et ensuite, dans la question 3, on avait démontré que si un entier appartient à E, il est multiple de D. Donc en fait, on vient de montrer deux choses qui sont réciproques l'une de l'autre. Si un entier est multiple de D, alors il appartient à E. Si il appartient à E, alors il est multiple de D. Donc là, on peut en déduire que E, c'est l'ensemble des multiples de D. C'est la même chose, ces deux ensembles sont les mêmes. E et les multiples de D, c'est la même chose. Ensuite, on vous demande de démontrer que A et B appartiennent à E. Donc pour montrer que A et B appartiennent à E, en fait, il faut trouver des valeurs pour x et pour y, des valeurs entières, telles que ax moins by sera égal à A, puis sera égal à B. Donc là, on se rend compte que si on remplace x par 1 et y par 0, bah, ax moins by, ça fait A. Donc, on a réussi à écrire A sous la forme ax moins by, donc A appartient à E. De la même façon, en choisissant x égale 0 et y égale moins 1, on arrive à montrer que B appartient à E. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, d'après ce qu'on a vu dans la question 4, si A appartient à E, c'est que c'est un multiple de D. De la même façon, B appartient à E, donc lui aussi est un multiple de D, puisque E, c'est l'ensemble des multiples de D. Autrement dit, si je reformule ça, on peut dire que D, c'est un diviseur de A et de B, donc un diviseur commun de A et de B. Ensuite, on vous demande de démontrer que si D' est un diviseur commun positif à A et B, alors D' divise D. Alors, donc pour démontrer ça, on prend D', un diviseur commun à A et à B, positif. Alors dans ce cas, ça veut dire qu'on peut trouver K un entier tel que A s'écrit D'K. Et on peut trouver un entier K', un entier naturel K', tel que B s'écrit D'K'. Et maintenant, sous cette hypothèse-là, on va essayer de montrer que D est divisible par D'. Or, D, on avait vu dans la question 1 qu'il s'écrivait AX0 moins BY0, puisqu'en fait D appartenait à l'ensemble E, donc il pouvait s'écrire sous cette forme-là. Et ensuite, là, on vient d'écrire que A s'écrit D'K, donc je remplace A par D'K. Et B, il peut s'écrire D'K', donc je remplace B par D'K'. Une fois que j'ai fait ça, je m'aperçois que je peux factoriser cette expression par D'. Et ce que j'ai dans ma parenthèse, dans ma factorisation, c'est un entier, puisque K, X0, K' et Y0 sont des entiers. Donc, j'ai bien démontré que D' divise D. Et on vous demande ensuite de déduire que D' est inférieur à D. Mais si D' divise D, comme D, on a dit au début, il appartient à E+, donc il est strictement positif. Donc, ça veut dire que j'ai ici D' qui est un diviseur d'un entier positif. Donc, les diviseurs d'un entier positif sont plus petits ou égaux au nombre initial. Donc là, j'ai bien D' qui est inférieur ou égal à D. Et enfin, on vous demande quand déduit-on sur D. Qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On a dit que D est un diviseur commun de A et de B. Ça, c'est ce qu'on a montré à la question 5. Et ensuite, là, ce qu'on vient de montrer, c'est que D est le plus grand diviseur commun de A et de B. Bah oui, parce que si on prend un autre, là, ce qu'on vient de démontrer, c'est que si on prend un autre diviseur commun à A et B, un diviseur commun autre que D, il va être plus petit que D. Donc c'est bien que D est le plus grand des diviseurs communs. Donc en fait, D, c'est le PGCD de A et de B. Donc finalement, ce qu'on vient de montrer, c'est que pour appartenir à l'ensemble E, c'est-à-dire pour pouvoir s'écrire AX moins BY, il faut être un multiple
de D, c'est-à-dire un multiple du PGCD de AB. Donc dans la partie D, quand on retourne au problème étudié au départ, je vous rappelle l'astronome qui a vu un corps céleste A n jours avant un corps céleste B. On s'interrogeait, on se demandait à quelles conditions nécessaires et suffisantes sur l'entier n est-ce qu'il pourra les observer le même jour. Et bien là, on avait vu que pour que l'astronome puisse observer A et B le même jour, il fallait ce problème revenait à l'équation 180U moins 186V égale N. Et là, avec la partie C, on vient de démontrer que cette équation n'aura des solutions qu'à condition que 180U moins 186V soit un multiple du PGCD de 180 et 186. Autrement dit, le problème aura des solutions. Pour que le problème ait des solutions, il suffit que n soit un multiple du PGCD de 180 et 186, c'est-à-dire un multiple de 6. Et c'est bien ce qu'on avait vu au début. Donc cette activité nous amène au théorème de Bezout. Donc d'abord une propriété, donc celle qu'on vient de démontrer. Donc soit A et B, deux entiers relatifs, non tous les deux nuls, et D qui est le PGCD de A et de B. Donc nous, ce qu'on vient de montrer, c'est qu'il existe U et V des entiers relatifs tels que AU plus BV est égal à D. Alors dans l'activité, nous, c'était un moins ici, mais ça a peu d'importance que ce soit un plus ou un moins. Il suffit d'intégrer le moins dans le V, qui est un entier relatif, et c'est la même chose. Donc plus ou moins, peu importe. Et ensuite, on a démontré aussi que l'ensemble des entiers AU plus BV, où U et V sont des entiers relatifs, c'est l'ensemble des multiples de D. Donc ça, c'est ce qu'on a démontré dans notre activité. Et donc le théorème de Bezout, il est un petit peu plus restrictif. Il dit juste que deux entiers relatifs A et B sont premiers entre eux si et seulement si il existe deux entiers relatifs U et V tels que AU plus BV est égal à 1. Donc en fait, c'est le même énoncé, simplement que là, on se restreint au cas où le PGCD vaut 1. Mais donc voilà, le théorème de Bezout, c'est dans ce cas-là. Donc premier entre eux, ça revient à PGCD égale 1, et donc on a bien AU plus BV égale au PGCD de A et B qui est 1, puisque les entiers sont premiers entre eux. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va se servir de ça? Alors, justifier qu'il existe un couple UV d'entiers vérifiant l'égalité 71U plus 19V égale 1, puis déterminer un tel couple. Alors, la première partie, justifier que ce couple UV existe, c'est le théorème de Bezout qu'il va falloir appliquer. Il y aura effectivement une solution à condition que A et B soient premiers entre eux. C'est-à-dire qu'ici, que 71 et 19 soient premiers entre eux. Donc, pour le vérifier, on utilise l'algorithme d'Euclide. Donc, je vous ai écrit les différentes étapes de l'algorithme d'Euclide pour 71 et 19. Et donc, on s'aperçoit effectivement qu'ici, le dernier reste non nul, c'est 1. Donc, 19 et 71 sont premiers entre eux, car le PGCD de 19 et 71, c'est 1. Donc, d'après le théorème de Bezout, il existe deux entiers U et V tels que 71U plus 19V est égal à 1. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va trouver ces entiers U et V? En fait, on va se servir de l'algorithme d'Euclide dont on a écrit les étapes ici, mais pour en fait ce qu'on va faire, ce qu'on va appeler la remontée des restes. C'est-à-dire que dans un premier temps, déjà, la première égalité de l'algorithme d'Euclide nous permet d'exprimer le premier reste, 14. 14, on peut écrire que c'est 71 moins 19 fois 3. Je passe le 19 fois 3 de l'autre côté. Donc là, on a exprimé le premier reste en fonction de 71 et de 19. On va ensuite recommencer avec 5. 5, on peut déjà dire que c'est 19 moins 14 fois 1. Donc, je l'écris. Et ensuite, l'idée, c'est que j'ai bien effectivement exprimé 5 en fonction de 19, mais l'autre nombre qui est ici, c'est pas le 71, c'est le reste précédent. Donc le reste précédent, 14, je vais le réécrire comme je l'ai vu au-dessus, 71 moins 19 fois 3. L'intérêt ici, c'est que maintenant, j'ai une expression qui ne dépend que de 19, qui apparaît deux fois ici, et 71. Donc là, je me débarrasse du fois 1 et j'enlève les parenthèses. Donc j'ai 19 moins 71 plus 19 fois 3. Et je réduis, j'ai 19 ici et 3 fois 19 là. Donc en fait, j'ai 19 fois 4. Donc 5, c'est moins 71 plus 19 fois 4. Je recommence ensuite avec le reste suivant, 4.
Donc 4, je peux l'écrire d'après cette ligne, 14 moins 5 fois 2. C'est ce que je commence par faire. Et puis ensuite, le 14 qui est là, je le réécris 71 moins 19 fois 3. Et le 5 qui est là, qui est le reste précédent, je le réécris moins 71 plus 19 fois 4. Je développe mes parenthèses, la parenthèse qui est ici, et je rassemble tous les paquets de 71. Donc là, j'ai 71 et là 71 fois 2, donc j'ai 71 fois 3. Et là, j'ai moins 19 fois 3 et moins 19 fois 8. Donc ça me fait moins 19 fois 11. Et enfin, je vais recommencer avec le dernier reste, 1. Donc 1, dans un premier temps, je peux écrire que c'est 5 moins 4 fois 1. 5, je vais le réécrire moins 71 plus 19 fois 4. Et puis 4, je vais le réécrire 71 fois 3 moins 19 fois 11, que j'ai vu au-dessus. Je développe les parenthèses et ensuite je rassemble les paquets de 71. Donc moins 71 ici, moins 71 fois 4, donc finalement j'ai 71 fois moins 4. Et puis là, 19 fois 4 et 11 fois 19, finalement j'ai 19 fois 15. Donc finalement, là, avec cette dernière égalité, j'ai écrit que 1 est égal à 71 fois 4 plus 19 fois 15. Donc, ça veut dire que si je remplace dans l'égalité de départ U par moins 4 et V par 15, l'égalité est vérifiée. Donc, le couple que je cherchais, le couple UV que je cherchais, c'est moins 4, 15.